Imagine la scène. Tu es assis en face de cet homme ou de cette femme qui, il y a encore quelques mois, semblait dominer le monde du haut de son piédestal d'arrogance. Tu te souviens de ce port de tête altier, de cette assurance qui frisait l'insolence, de cette capacité à te faire sentir minuscule d'un simple froncement de sourcils. Et là, d'un coup, dans le silence d'une pièce trop chauffée ou au détour d'une conversation banale, tu vois quelque chose de terrifiant. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la remise en question, ce n'est pas ce remords humain que tu as si longtemps espéré. C'est un effondrement structurel. Comme si les fondations d'un immeuble de 50 étages, que l'on croyait bâti sur le roc, se transformèrent soudain en poussière sous l'effet d'un séisme invisible. Le regard devient vitreux, perdant cette étincelle de manipulation pour ne laisser place qu'à une vacuité effrayante. Les gestes, autrefois fluides et calculés pour séduire ou intimider, deviennent saccadés, presque robotiques. La parole, cet outil de pouvoir qu'il maniait avec une précision chirurgicale, se perd dans un labyrinthe de phrases sans queue ni tête, de répétitions obsessionnelles et de balbutiements pathétiques. Tu assistes en direct, sans filtre, au naufrage d'une identité qui n'a jamais existé que par le reflet déformé dans le regard des autres. Cette second appelle la chute brutale de l'ego souverain. Un moment de bascule où la réalité frappe si fort, avec une telle violence sourde, que le tyran ne peut plus s'en protéger par ses mensonges habituels. On a souvent l'image de ces individus comme des prédateurs invincibles, des machines froides et parfaitement huilées qui calculent chaque mouvement, chaque mot, chaque silence pour obtenir ce qu'ils veulent. On les imagine dotés d'une force intérieure hors du commun. Mais la réalité est bien plus sordide, bien plus pathétique. Ils sont comme des ballons de baudruche. Impressionnants de l'extérieur aux couleurs vives, occupant tout l'espace visuel mais totalement vide à l'intérieur. Leur moi n'est qu'une pellicule de latex tendue à l'extrême. Et quand l'air vient à manquer, quand la source d'admiration, de peur ou d'attention se tarit, le ballon ne se dégonfle pas simplement. Il se ratatine, se flétrit, devient une chose informe et sans substance. Ce n'est pas une simple déprime passagère comme on en connaît tous. C'est une agonie psychologique, une mort symbolique de l'image qu'ils se sont construites. Ils sentent physiquement que leur pouvoir leur échappe, que les ficelles invisibles qu'ils tiraient pour faire danser leur entourage sont en train de rompre une à une, laissant les pantins s'enfuir. Ce n'est pas parce que tu es parti physiquement, ce n'est pas seulement l'absence de ton corps dans la maison. C'est parce qu'ils ont compris, au plus profond de leur tripes, dans cette zone d'ombre où ils ne laissent de personne entrer, qu'ils n'ont plus aucune emprise sur ton esprit. Ils ont perdu l'accès à ton logiciel interne. Cette perte de contrôle total est le poison le plus violent, le plus corrosif pour leur psyché. Pour eux, ne plus contrôler, c'est mourir. Le premier signe tangible de ce désastre interne, c'est l'agitation désordonnée, une sorte de choré mentale. On dirait un animal sauvage pris au piège d'une cage dont les barreaux se resserrent, qui se cogne contre les parois invisibles jusqu'à s'ensanglanter. Ils se mettent à agir de manière totalement irrationnelle, sans aucune stratégie à long terme, eux qui se prétendaient si fins tacticiens. Ils peuvent te dépenser des sommes folles en une après-midi pour des objets inutiles, juste pour ressentir une pulsion de vie artificielle. Ils vont appeler des gens qu'ils n'ont pas vus depuis 10 ans à 3 heures du matin déversant un flot de paroles incohérentes sur des trahisons imaginaires. Ils lancent des projets grandioses, des empires qui n'ont aucune chance de voir le jour, parlant de partenariats avec des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est une tentative désespérée, pas presque touchante de bêtises, de remplir le vide intersidéral qui les dévore. Ils cherchent une réaction, n'importe laquelle, pour se prouver qu'ils ont encore un impact sur le monde. Si tu ne leur donnes plus d'amour, si la source de tendresse est tarie, ils essaieront d'obtenir de la haine. Ils te provoqueront, t'insulteront, saliront ce que tu as de plus cher. Pourquoi ? Parce que l'indifférence est pour eux une condamnation à mort symbolique, un effacement pur et simple de leur existence. Alors ils s'agitent, ils hurlent dans le vide, ils provoquent des crises de nerfs théâtrales, se roulant parfois par terre ou brisant des objets, juste pour vérifier qu'ils occupent encore une fraction de ton champ de vision, même sous la forme d'un cauchemar. Ensuite, inévitablement, survient cette phase de retrait qui ressemble à une catatonie émotionnelle, une hibernation de l'âme. Le silence qui s'installe alors n'est pas un silence de paix, c'est un silence pesant, presque solide, qui semble absorber la lumière de la pièce. Ils s'enferment dans une pièce sombre, les rideaux tirés, fuyant la clarté du jour qui révèle trop crûment les rides de leur défaite.
Ils cessent de se laver, ne mangent plus, ou au contraire se gavent de nourriture industrielle jusqu'à l'écœurement pour anesthésier la douleur lancinante de leur insignifiance retrouvée. S'estime souvent, à ce moment précis, dans ce clair-obscur de leur déchéance, qu'ils décident de te jeter comme un vieux mouchoir usagé avec une violence verbale inouïe. Mais ne t'y trompe pas, ne laisse pas ton empathie te jouer des tours. Ce n'est pas un acte de force ou de souveraineté regagnée, c'est une fuite. Ils te rejettent avant que tu ne puisses voir les débris de leur personnalité éparpillés sur le sol, avant que tu ne réalises que le magicien n'a plus de tours dans son sac et que la boîte est vide. Ils partent pour ne pas avoir à affronter dans tes yeux le reflet de leur propre naufrage. Et même s'ils trouvent immédiatement quelqu'un d'autre, une nouvelle proie pour remplacer ta présence et valider leur existence, le manque reste là, tapis dans l'ombre. Ils réalisent très vite, avec une amertume de fiel, que la nouvelle personne, aussi dévouée soit-elle, ne pourra jamais combler le gouffre de la même façon que tu le faisais, car tu étais celui ou celle qui connaissait leur gloire et qui l'a vu s'éteindre. Ils sont en manque, comme des toxicomanes dont la dose habituelle a été coupée avec du plâtre, errant dans les rues à la recherche d'un fixe de narcissisme qui ne vient plus. C'est là que les habitudes destructrices prennent le relais, comme une gangrène qui s'étend. On voit alors apparaître des comportements qui confinent à l'autodestruction pure et simple, une sorte de suicide social et physique à petit feu. Ils se lancent dans des relations d'un soir sans aucune protection, cherchant dans le contact de corps étrangers une chaleur qu'ils sont incapables de produire eux-mêmes. Ils multiplient les excès de vitesse sur l'autoroute, jouant avec la mort pour se sentir vibrer. Ou ils se noient dans l'alcool, bouteille après bouteille, jusqu'à perdre connaissance dans leur propre vomi. Pour quelqu'un d'empathique comme toi, pour quelqu'un qui a aimé cet être, c'est un spectacle insoutenable. Tu as cette envie viscérale de tendre la main, de dire que tout va s'arranger, de soigner ces plaies que tu vois s'ouvrir. Mais attention, c'est ici que le piège est le plus dangereux. Ce comportement n'est pas un appel à l'aide sincère, c'est une arme de manipulation massive de dernier recours. Ils utilisent de leur propre déchéance, leur propre ruine physique et mentale pour te faire culpabiliser, pour que tu reviennes vers eux par pitié, cette émotion qu'ils méprisent mais qu'ils savent si bien exploiter. Ils mettent en scène leur ruine, postant parfois des messages alarmants sur les réseaux sociaux ou t'envoyant des photos de leurs bras scarifiés pour que tu te sentes responsable de leur survie. C'est une spirale infernale où ils sont prêts à tout brûler, à réduire leur vie en cendres, y compris eux-mêmes, juste pour ne pas avoir à affronter la solitude absolue de leur propre vie d'intérieur. Ils préfèrent mourir sous tes yeux que de vivre sans ton regard. Parfois, la machine casse pour de bon, le moteur explose sous la pression. C'est le grand craquage mental, la décompensation psychiatrique. Les fissures dans la façade, qu'ils colmataient jusqu'ici avec des mensonges, deviennent trop larges pour être ignorées. Ils perdent pied avec le réel, la frontière entre leur fantasme de grandeur et la réalité médiocre de leur vie s'efface. Ils commencent à raconter des histoires totalement délirantes, des récits épiques où ils sont les victimes d'un complot mondial impliquant la police, les banques et parfois même des forces occultes. Ils voient des ennemis partout, le voisin qui gare sa voiture, la caissière qui ne sourit pas assez, le collègue qui a un regard bizarre. Dans leur tête, tu es devenu le chef d'orchestre maléfique d'une cabale visant à les détruire systématiquement. Ils ne peuvent pas, ils ne pourront jamais accepter que leur malheur, leur solitude et leur détresse viennent de leur propre incapacité chronique à aimer et à respecter autrui. Alors, ils inventent une fiction héroïque où ils sont des martyrs, des saints persécutés par un monde injuste. Contrairement à nous, qui cherchons du soutien auprès de professionnels, de thérapeutes ou d'amis sincères quand nous souffrons, ils s'isolent dans leur paranoïa galopante. Ils cachent leur état réel à leur entourage superficiel, à ces amis de façade qu'ils utilisent pour briller en société, afin de garder une image propre. Mais dès que la porte est fermée, dès que les lumières s'éteignent, ils se fondrent en larmes de rage, hurlant contre les murs, seuls face à un miroir qui ne leur renvoie plus qu'une ombre floue et grimaçante. Cette souffrance interne, ce poison qu'ils ne peuvent plus évacuer, se transforme inévitablement en une plainte perpétuelle, une mélopée de victimes professionnelles. Ils deviennent des virtuoses de la lamentation. Ils vont voir leur nouvelle conquête, ou n'importe quelle oreille complaisante, pour lui expliquer en long, en large et en travers à quel point tu as été cruel, à quel point tu les as brisés par ton égoïsme. Ils raconteront des scènes que tu n'as jamais vécues, inversant les rôles avec une aisance déconcertante.
Mais le plus ironique, le plus cruel pour leur entourage actuel, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de te comparer à tout bout de champ. Ils diront à la nouvelle personne, entre deux sanglots fins, que tu cuisinais mieux, que tu étais plus intelligent, que tu avais plus de classe, ou que tu comprenais mieux leurs besoins supérieurs. C'est une manière de punir tout le monde en même temps. Toi, en te transformant en un fantôme inaccessible, et la nouvelle personne en lui montrant qu'elle n'est qu'une substitut de second ordre. Ils se plaignent du café trop froid, du temps trop gris, de l'économie qui se fondre, de leurs collègues incapables. Rien n'est jamais assez bien, rien ne trouve grâce à leurs yeux, parce que le problème est logé à l'intérieur de leur propre cage thoracique. Ils portent en eux une amertume noire qui contamine tout ce qu'ils touchent comme une marée noire psychologique. C'est le symptôme d'un effondrement qui ne finit jamais. Une lente agonie de l'âme qui refuse de mourir, mais qui n'a plus la force de vivre. Et quand la plainte ne suffit plus à calmer l'incendie intérieur, la fureur éclate. Ce n'est pas une colère chaude, humaine, qui explose et s'apaise. C'est une colère noire, froide, une haine glacée qui cherche une cible à tout prix pour ne pas se consumer elle-même. Ils ont un besoin vital d'un bouc émissaire pour justifier leur naufrage personnel. Si tu n'es plus là physiquement pour encaisser les coups, pour servir de punching ball émotionnel, ils se retourneront avec une violence inouïe contre la première personne qui passe à leur portée. Un enfant, un parent âgé, un nouvel amant, ils accuseront leur nouveau partenaire d'être la cause profonde de leur séparation avec toi, de les avoir volés à leur véritable destin. C'est totalement absurde, dénué de toute logique élémentaire, mais dans leur logique déformée par la souffrance narcissique, c'est parfaitement cohérent. Ils sont structurellement incapables de faire une introspection honnête. Se regarder en face, sans le filtre de l'ego, serait pour eux une expérience de mort imminente. Cela provoquerait une explosion psychique qu'ils ne pourraient pas supporter. Alors ils projettent leur haine de soi sur les autres. Ils s'enferment dans un cycle de violence verbale, de reproches infondés et de chantages affectifs qui finit par user, broyer et détruire même les plus patients et les plus dévoués de leurs alliés. Ils sont comme des scorpions qui, encerclés par les flammes de leur propre vie, finissent par piquer tout ce qui tente de les approcher, y compris eux-mêmes. Il faut comprendre, et c'est la partie la plus sombre de ce tableau, que beaucoup de ces individus ne se remettent en jamais de ce choc. Ils ne guérissent pas parce qu'ils ne reconnaissent pas la maladie. Ils passent le reste de leur existence dans un état de décomposition mentale avancée, une sorte de zombification émotionnelle. Ils deviennent des caricatures d'eux-mêmes, de plus en plus aigris, de plus en plus isolés dans leur tour d'ivoire en ruine. La splendeur, d'autrefois, ce charme qui t'avait séduit, laisse place à une mesquinerie sordide, à des calculs de boutiquiers pour des broutilles. Ils essaient désespérément de maintenir les apparences, de faire croire que tout va bien, que la réussite est au rendez-vous, notamment sur les réseaux sociaux. Mais regarde bien les photos. Les publications éphémères qu'ils partagent sentent le désespoir à plein nez. Chaque photo de vacances forcée avec un sourire figé, chaque citation inspirante sur la force intérieure, chaque mise en scène de leur prétendu bonheur est un cri de détresse masqué par un orgueil mourant. Ils sont en train de couler à pic et ils déploient une énergie folle pour te convaincre et se convaincre eux-mêmes qu'ils sont en train de nager le crawl vers un avenir radieux. C'est une mise en scène macabre où l'acteur principal est aussi le seul spectateur qui croit encore à la pièce. L'une des tactiques les plus viles, les plus destructrices qu'il déploie pendant cette phase de déliquescence, c'est la campagne de dénigrement systématique. Puisqu'ils sentent, avec une certitude terrifiante, qu'ils t'ont perdu, pour toujours, que ton esprit est désormais hors de portée, ils essaient par tous les moyens de s'assurer que personne d'autre ne voudra de toi, que tu resteras seul dans ton coin de monde. Ils racontent des horreurs indicibles à tes amis, à ta famille, à tes collègues de travail. Ils utilisent des singes volants, ces relais de manipulation souvent inconscients, pour répandre des rumeurs infectes sur ta santé mentale, sur ton honnêteté, sur ta moralité. C'est une forme d'assassinat social, une tentative de t'effacer de la communauté des vivants. J'ai vécu cela moi-même, cette sensation d'être sali par une boue invisible que l'on ne peut pas laver. On se sent impuissant face à tant de méchanceté gratuite, face à des mensonges si gros qu'ils finissent par paraître crédibles. Mais avec le recul, avec le temps qui apaise les plaies, on comprend que c'est leur chant du cygne. Ils essaient de détruire ton image parce que la leur est déjà en lambeaux, irrécupérable. Ils veulent t'entraîner dans leur chute, te tirer vers le bas pour ne pas être seul dans l'abîme. C'est une réaction épidermique, presque biologique, au fait que tu as réussi l'exploit, de te libérer de leur emprise.
Plus ils sont agressifs, plus les mensonges sont monstrueux, plus cela prouve mathématiquement à quel point ils sont dévastés, hantés et anéantis par ton départ. Ton absence est un trou noir qui dévore leur univers. Parfois, la folie prend des tours encore plus inquiétants. Ils se mettent à t'espionner, à surveiller tes moindres faits et gestes sur Internet avec une assiduité de maniaque. Ils créent des dizaines de faux profils, des identités numériques de fantômes, juste pour valider tes photos, voir qui commente tes publications ou essayer de deviner où tu te trouves. Ils essaient de te provoquer par des moyens détournés, de t'envoyer des messages cryptiques, des chansons qui rappellent des souvenirs, des citations de films que vous aimiez, tout cela pour voir si tu vas mordre à l'hameçon, si tu vas réagir. C'est ce qu'on appelle la provocation pour réaction. Ils ne cherchent pas une discussion, ils ne cherchent pas la paix. Ils veulent juste un signe de vie, une preuve infime qu'ils ont encore un impact, même négatif, sur tes émotions. Ils peuvent même aller jusqu'à pirater tes comptes, à contacter tes nouveaux amis pour les prévenir contre toi, ou à se présenter par hasard dans les endroits que tu fréquentes, le regard fixe et le sourire mauvais. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la passion romantique, c'est de l'obsession pure, une pathologie du lien. C'est la manifestation physique de leur incapacité viscérale à accepter la fin d'un cycle où ils étaient les maîtres. Ils sont comme des fantômes condamnés à hanter les ruines de leur propre passé, incapables de traverser vers l'autre rive. Ce qu'il faut impérativement retenir, c'est que cet état de ruine intérieure, ce chaos psychique, devient souvent permanent avec l'avancée en âge. Un manipulateur vieillissant est l'un des spectacles les plus pathétiques et les plus effrayants qui soient. Il n'a plus la beauté, la vigueur ou le charme de la jeunesse pour masquer sa noirceur et ses intentions. Les traits du visage se durcissent, révélant l'amertume accumulée pendant des décennies de mensonges. Il se retrouve seul avec ses démons, dans un état de délabrement psychologique que rien, ni les médicaments, ni les nouvelles rencontres, ne peut plus soigner. Il devient ce qu'on appelle un tyran en déroute, un roi sans royaume qui donne des ordres à des serviteurs imaginaires. Il est donc crucial d'être extrêmement vigilant si tu rencontres quelqu'un de nouveau qui semble porter cette amertume constante comme un vêtement. Ils sont passés maîtres dans l'art de la dissimulation. Ils peuvent de jouer la comédie de la victime blessée pendant des mois, mais les fissures ne finissent toujours par apparaître sous la pression du quotidien. Si tu vois quelqu'un qui parle de tous ses ex comme des monstres sanguinaires, qui se plaint d'un complot permanent contre sa réussite et qui semble vivre dans un chaos émotionnel où chaque petit incident devient une tragédie grecque, fuis. Ne te retourne pas. Il y a de fortes chances, pour ne pas dire une certitude, qu'il soit en plein milieu d'un effondrement qu'il essaie désespérément de te faire porter sur tes épaules. Il cherche des porteurs, pas des partenaires. Leur cerveau fonctionne comme un système informatique sophistiqué dont le code source serait corrompu par un virus ancien. Ils sont intimement persuadés que s'ils font assez de bruit, s'ils causent assez de dégâts autour d'eux, s'ils brisent assez de vies, la réalité finira par se plier à leur volonté souveraine. Ils croient sincèrement, avec une foi de charbonnier, qu'en te harcelant, en te dénigrant ou en se détruisant sous tes yeux, ils vont te forcer à revenir, à reprendre ta place de fournisseur de narcissisme. C'est une pensée magique, infantile, totalement déconnectée de la psychologie humaine saine. Ils ne comprennent pas et ne comprendront jamais que chaque acte de folie, chaque insulte, chaque manipulation ne fait que renforcer ta décision de rester loin, très loin d'eux. Ils sont enfermés dans une boucle logique sans fin où la seule solution qu'ils imaginent à leur douleur est de causer encore plus de douleur. C'est pour cela qu'il n'y a aucune discussion possible. Aucune médiation, aucune négociation. On ne discute pas avec un incendie de forêt qui dévore tout sur son passage. On s'éloigne, on met ses proches à l'abri et on attend qu'il n'y ait plus rien à brûler pour que le feu s'éteigne de lui-même, faute de combustible. Pour bien saisir l'ampleur réelle du désastre, il faut regarder ce qu'il y a sous la surface polie. Leur personnalité entière est une construction artificielle, une sorte de théâtre d'ombre chinois qu'ils entretiennent avec une dévotion fanatique jour après jour. Ils ont passé des années, parfois des décennies, à bâtir cette image de perfection, de force inébranlable, de réussite insolente. Et tout cet édifice colossal repose sur un socle de verre fin. Dès que tu arrêtes de valider cette image, dès que tu refuses de jouer ton rôle de spectateur admiratif, le socle se brise. Ce qui s'ensuit est une angoisse existentielle absolue, une terreur que peu d'êtres humains peuvent concevoir. Ils ont l'impression physique de disparaître, de s'évaporer dans le néant. Pour eux, ne plus être admiré ou craint, c'est ne plus être tout court. Imagine la terreur panique de sentir que ton propre corps, tes propres souvenirs et ton propre esprit ne sont que de la fumée sans consistance.
C'est cette peur primitive, cette peur du vide, qui déclenche les comportements les plus abjects et les plus violents. Ils ne se battent pas pour toi, ils se battent pour leur survie symbolique, pour ne pas être effacés de la carte du monde. Il y a aussi ce phénomène de contradiction interne insupportable qui les ronge comme un acide. D'un côté, ils sont persuadés, au plus profond de leur délire, d'être des êtres supérieurs, des monarques absolus de leur propre univers, dotés de droits que le commun des mortels n'a pas. De l'autre, ils voient bien par les fenêtres de leur tour que tu t'en sors très bien sans eux. Ils voient que tu retrouves le sourire, que tes yeux pétillent à nouveau, que tu reconstruises une vie riche et pleine de sens. Cette dissonance cognitive les rend littéralement fous de rage. Ils ne peuvent pas réconcilier l'idée de leur propre grandeur divine avec le fait qu'ils sont devenus totalement insignifiants à tes yeux, un simple mauvais souvenir que l'on oublie peu à peu. Pour calmer cette douleur atroce, ils n'ont que deux options, deux issues de secours. Soit ils trouvent une nouvelle victime, plus jeune, plus naïve, pour se rassurer sur leur pouvoir de séduction, soit ils te transforment en un démon, une créature maléfique, pour justifier ton départ et se poser en héros tragique. C'est une béquille mentale indispensable pour ne pas sombrer totalement dans la démence clinique. Avec le temps, cette instabilité devient leur seule et unique identité. Ils ne sont plus que l'ombre portée de ceux qu'ils auraient pu être s'ils avaient eu le courage de l'honnêteté. Ils traînent leur amertume comme un boulet de forçat, cherchant désespérément quelqu'un d'assez gentil, d'assez empathique ou d'assez brisé pour porter leur fardeau à leur place. Ils deviennent des experts en émiettage affectif, jetant quelques miettes d'attention, quelques promesses de changement ici et là pour garder des gens sous la main, au cas où. Mais le fond du puits reste le même. Un vide sidéral, un froid polaire. Si tu croises la route d'un de ces individus en plein naufrage, ne fais surtout pas l'erreur funeste de croire que tu peux être la bouée de sauvetage. Tu ne ferais que te noyer avec lui, il t'agripperait pour garder la tête hors de l'eau et t'entraînerait dans les profondeurs dès qu'il se sentirait un peu mieux. Le karma, ou l'ordre naturel des choses, se charge toujours de leur rappeler que l'on ne peut pas construire son bonheur sur les cendres de celui des autres sans en payer le prix fort, un jour ou l'autre, dans la solitude et l'oubli. Regarde par exemple ces personnalités publiques, ces grands hommes ou ces femmes fatales qui, après avoir été portés au nu par les foules, se retrouvent soudainement exposés pour leurs agissements douteux, leurs mensonges ou leurs abus. Au début, elles nient avec une arrogance incroyable, elles attaquent les journalistes avec une morgue insupportable, elles crient au complot politique ou médiatique. Cesse la phase de fureur et de déni narcissique. Puis quand les preuves s'accumulent, quand le vernis craque de partout et que le public se détourne avec dégoût, on les voit disparaître de la circulation. Elles s'enferment dans des propriétés luxueuses qui deviennent des prisons, sombrent dans des addictions lourdes pour oublier le silence des applaudissements ou font des sorties médiatiques lunaires, le visage bouffi, où elles semblent avoir perdu tout sens commun et toute dignité. C'est exactement le même processus que celui que tu as observé, mais projeté à l'échelle de la société. La perte de l'admiration des foules provoque le même effondrement psychique que la perte de ton admiration à toi. C'est la preuve irréfutable que leur moteur n'est ni l'ambition saine, ni le talent, ni l'amour du travail bien fait, mais uniquement et exclusivement le besoin maladif, quasi biologique, d'être validé, nourri et porté par l'extérieur. Ta guérison à toi, ton chemin vers la lumière, n'a absolument rien à voir avec leur chute. Même si c'est humainement tentant de regarder le spectacle du naufrage du haut des gradins, de savourer cette justice tardive, reste concentré sur ta propre route, sur tes propres fleurs à arroser. Leur chaos n'est plus ton problème, ce n'est plus ta charge, ce n'est plus ton histoire. Tu as passé assez de temps, peut-être des années précieuses, à essayer de réparer un vase qui était déjà irrémédiablement cassé, bien avant que tu ne le touches. Aujourd'hui, l'important est de comprendre que leurs actions, leurs cris, leurs menaces ou leurs larmes ne disent absolument rien sur ta valeur en tant qu'être humain, mais disent tout sur leur propre fragilité structurelle et leur vide ontologique. Tu n'as pas provoqué cet effondrement par ta méchanceté. Tu n'as fait que retirer ton soutien, ton énergie et ta lumière à une structure qui ne tenait debout que par ta générosité et ton sacrifice. En reprenant simplement ta liberté, tu as laissé la gravité faire son travail naturel. C'est une leçon de vie difficile, amère, mais elle est absolument nécessaire pour ne plus jamais te laisser séduire par des mirages, pour apprendre à reconnaître l'or véritable du simple métal doré.
Pour reprendre véritablement et définitivement le contrôle de ton existence, commence par couper radicalement, chirurgicalement, tout lien avec leur sphère d'influence. Cela signifie bloquer les numéros de téléphone sans explication supplémentaire, car toute explication est une porte ouverte à la négociation. Mais cela signifie aussi demander fermement à tes proches, à tes amis communs, de ne plus te donner de nouvelles de cette personne, même si ces nouvelles semblent bonnes ou inquiétantes. Chaque information, même la plus banale, est un fil invisible, une fibre de soie qui te ramène malgré toi dans leur labyrinthe mental. Tu as besoin d'un sévrage total pour que ton cerveau puisse se recalibrer, pour que tes récepteurs de dopamine et de cortisol retrouvent un rythme sain, loin de l'adrénaline toxique de la relation. Note systématiquement, dans un carnet que tu garderas pour toi seul, les faits marquants, les phrases assassines, les mensonges découverts et les comportements irrationnels dont tu as été témoin. Fais-le de manière froide, clinique, sans jamais chercher à les justifier par leur enfance difficile ou à les analyser avec ton cœur. Ton cœur est encore trop tendre, il cherche des excuses là où il n'y a que des stratégies. Garde cette liste à portée de main comme un antidote pour les moments inévitables où la nostalgie, la solitude ou une culpabilité mal placée essaieront de te faire oublier la réalité crue de ce que tu as vécu. Quand tu penseras « il me manque », relis la page où il t'a humilié devant tes amis. L'émotion passera, la vérité restera. Reconstruis patiemment, pierre après pierre, un cercle social composé de gens authentiques, de personnes solaires qui ne connaissent pas le manipulateur et qui n'ont aucun lien, de près ou de loin, avec lui. Cela te permettra de respirer un air nouveau, un air qui n'est pas vicié par les rumeurs ou les doubles sens. Dans ce nouveau jardin, tu pourras t'exprimer sans craindre que tes paroles ne soient rapportées, déformées ou utilisées contre toi par des relais de manipulation. Redécouvre le plaisir des conversations simples, de l'humour sans sarcasme, de la bienveillance qui ne demande rien en échange. C'est dans ce terreau sain que ta personnalité, si longtemps étouffée, pourra enfin refleurir. Investis ton temps, ton énergie et même ton argent dans des activités physiques exigeantes qui te forcent à revenir dans ton corps, à habiter à nouveau ta propre peau. Que ce soit la course à pied jusqu'à l'épuisement, la natation dans l'eau froide, le yoga ou le jardinage intensif, l'objectif est de calmer le brouhaha mental, ce dialogue interne incessant avec ton ex, en te reconnectant à des sensations concrètes, saines et indéniables. Ton corps ne ment pas. En le renforçant, tu renforces ta barrière psychique. Chaque muscle que tu tonifies est un rempart supplémentaire contre une éventuelle rechute. Prends le temps de te demander: à quel moment précis, dans quel regard ou quelle parole as-tu vu l'armure se fissurer pour la toute première fois? Qu'as-tu ressenti à cet instant précis? Était-ce de la peur ou une forme de soulagement étrange de voir enfin la vérité? Identifie ce moment, car il est la clé de ta libération. Il est le point de rupture entre l'illusion et la réalité. En acceptant que cette personne n'était qu'un décor de théâtre, tu acceptes de redevenir l'auteur de ta propre pièce. Une pièce où tu ne seras plus jamais la victime, mais le personnage principal, libre et souverain. Si ces mots ont résonné dans ton vécu, si tu as senti cette vérité vibrer en toi, tu sais désormais que tu n'es pas seul, et que la sortie du tunnel est juste là, devant toi. La chute de l'autre n'est que le début de ton ascension. Ne regarde plus en arrière, les ruines n'ont rien de nouveau à t'apprendre. Tourne-toi vers le soleil, car c'est là que se trouve ta véritable place.